Merci, cher ami. Merci à la présidente. Tu m'as permis d'avoir un super thème parce qu'on est dans l'actualité. Alors, dans la vie, il vaut mieux être mince parce que regardez, à chaque fois que vous gagnez 1 kilo ou vous avez augmenté d'1 centimètre votre tour de taille, vous risquez de faire de l'insuffisance cardiaque. Plus le poids monte, que vous retrouvez avec un tour de taille élevé ou vous vous retrouvez en obésité, vous êtes en risque d'insuffisance cardiaque et en général de mortalité cardiovasculaire. Et votre incidence d'augmenter l'insuffisance cardiaque, la fonction systolique préservée, monte. Et on le voit clairement, on est en pleine épidémie d'insuffisance cardiaque et l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée qui est aggravée par l'obésité, qui est entretenue par l'obésité, est extrêmement importante. Vous avez 30 à 40% des obèses vont dans l'insuffisance cardiaque. Associé à cela, le diabète type 2, bien sûr, l'insuffisance rénale, dont on a beaucoup parlé, le déficit en fer, le sexe féminin, les coronaropathies, l'hypertension artérielle, le syndrome d'apnée du sommeil. Vous voyez qu'on est dans des complexes où on se retrouve dans une complexité extrêmement importante. Aux États-Unis, l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée représente 50%. Un patient sur 2 est en insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée. Et chaque année, la fréquence monte, l'incidence monte, et donc on a des populations de plus en plus qui arrivent, des populations de plus en plus âgées, de personnes qui ont des facteurs comme l'obésité, la résistance à l'insuline et le diabète. Donc on est en une pandémie mondiale. Alors comment expliquer de point de vue physiopathologique très rapidement comment quelqu'un d'obèse va développer de l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée? Premièrement, en augmentant la volémie plasmatique, l'augmentation du remodelage ventriculaire dont Fawzi nous a beaucoup parlé, la dysfonction du ventricule droit et le remodelage du ventricule droit, nous l'oublions pas, la diminution de la capacité d'exercice physique, l'augmentation des pressions de remplissage et bien sûr, il y a une altération du NT-proBNP. Mais chose qui est extrêmement importante, on va revenir, les patients obèses ont généralement des NT-proBNP un peu plus bas que les patients qui ont une insuffisance cardiaque à fonction systolique, en particulier les obèses, par rapport aux insuffisance cardiaque à fonction systolique altérée. Donc, surpoids, hypertension diabétique, voilà les composantes. Alors, quel est le continuum? Obésité, altération de l'insulinosensibilité, c'est-à-dire l'insulinorésistance, stress oxydatif, inflammation qui est au centre. Moi, je pense que ce qui nous tue tous, c'est l'inflammation, le surpoids et l'inflammation. L'athérosclérose accélérée, bien sûr, ça va exposer à la fibrose. Qui dit fibrose, altération de la compliance, diminution de la compliance et augmentation des pressions de remplissage, altération de la fonction diastolique, et puis parfois une altération de la fonction systolique qui est implantée et qui est incriminée, et puis on a de l'insuffisance cardiaque qui se manifeste. Autre chose qui est importante que vous devez connaître, c'est que ce n'est pas uniquement une altération de la compliance, mais ça reproduit comme une cardiopathie, une péricardite constrictive. Il y a une véritable surcharge péricardique, épicardique de graisse et qui va entourer le myocarde et qui va empêcher cette expansion et qui va réaliser comme une adiastolie ventriculaire et que ça ressemble à des cardiopathies restrictives des Donc il y a une altération de la compliance et une augmentation de la résistance et une contrainte péricardique extrêmement importante, ce qui fait qu'on a un volume d'expansion plus élevé et une contrainte péricardique plus importante. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée chez l'obèse? Sujet jeune, expansion volumique, une NT-proBNP moins élevée, plus d'inflammation, une amélioration des symptômes plus d'incapacité de faire de l'exercice physique, une altération de la capacité d'exercice, et puis, bien sûr, la congestion qui est plus importante. Alors, comment on va s'opposer à tout cela? Alors, parmi les molécules, et j'ai beaucoup parlé pendant ce congrès GLP-1 agonistes, c'est que ces molécules vont regarder, ils vont agir de différentes façons. Premièrement, par la diminution du poids, ce qu'on leur demande, il faudrait baisser le poids en augmentant les incrétines. Donc à ce moment-là, si on baisse le poids, qu'est-ce qui va arriver? On va baisser le volume plasmatique, on va diminuer la graisse viscérale, la graisse péricardique, on va diminuer la demande d'oxygène pour le myocarde et améliorer la capacité d'oxygénation myocardique, on va diminuer la pression intramyocardique, et donc ça, c'est les effets en rapport avec la diminution du poids.
Mais pas que. Il y a en même temps des effets pléotropes qui sont inhérents au GLP-1 agoniste, qui ont la protection vasculaire, l'amélioration de la fonction endothéliale, l'amélioration de la structure de la fonction, on a beaucoup parlé du remodelage ventriculaire, et la diminution de l'inflammation qui va aggraver bien sûr tout cela. Donc on a des effets additifs et on va arriver à diminution du poids, amélioration des symptômes, amélioration de la capacité d'exercice et donc augmentation de la VO2 max. Et puis, cette diapositive que vous avez eue hier, avec la semaglutide, qui va diminuer la pression systolique, diminuer la pression diastolique, diminuer le LDL cholestérol, augmenter l'HDL et diminuer le triglycéride. Ce n'est pas uniquement la semaglutide, mais aussi le tirzépatide qui va arriver, qui est un dual agoniste, et donc c'est le Mounjaro, et qui va avoir le même profil. Et puis nous aurons, si on peut comparer ces éléments avec la chirurgie bariatrique, on voit clairement qu'il y a un meilleur bénéfice avec les GLP-1 agonistes. Alors tout ça, c'est de la physiopathologie. La physiopathologie, pour les médecins, c'est la vente du rêve. Ce dont nous avons besoin, c'est des preuves. Et des preuves, on en a aujourd'hui. Alors c'est tout récent, les études que je vais vous montrer. C'est le programme STEP. Il y a deux types de STEP. Il y a l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée chez les non-diabétiques et il y a STEP-HF chez les patients diabétiques. Donc, deux grandes études. Ce sont des patients qui vont avoir de la semaglutide à la dose de 2,4 mg. C'est une dose extrêmement élevée. Ce que nous on utilise en général, c'est 1 mg pour les obèses. Comparé au placebo, et on va surveiller les patients sur une durée. Et la question, le primary endpoint, ce n'est pas la mortalité et la morbidité, c'est l'amélioration de la capacité d'exercice, le KCC, c'est-à-dire le CONSAS score CONSAS, et puis la perte du poids, et on va voir le résultat. Alors le résultat, voici un des résultats les plus importants cette année, c'est qu'on améliore la capacité fonctionnelle de façon extrêmement importante, que ce soit le patient soit diabétique ou non diabétique. Quand il est obèse, il améliore sous GLP-1 agoniste. Donc, c'est une amélioration du score qui est extrêmement importante, qui est beaucoup plus importante que tous les médicaments, qui est pratiquement de 8 points. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne pouvait absolument rien faire et qui va du jour au lendemain commencer à marcher, aller à la mosquée, vivre une vie presque normale. Donc, l'amélioration est extrêmement importante sous ce traitement-là, sous GLP-1 agoniste. Et puis, on a une diminution du poids. Et regardez bien, il y a une différence de diminution du poids. Elle est plus importante chez le non-diabétique par rapport aux diabétiques. Les patients en obésité qui sont non diabétiques bénéficient plus de GLP-1 agonistes. Et autre chose qui est intéressante, c'est que quel que soit le sous-groupe, il y a un bénéfice. Que la personne soit âgée, sexe homme ou femme, quel que soit l'âge, quelle que soit la race, quelle que soit la fraction d'éjection et quel que soit le NT-proBNP. Et là, regardez bien, et ça c'est une chose importante, plus le NT-proBNP est élevé, plus le patient bénéficie des GLP-1 agonistes. Et ça veut dire qu'il y a un remodelage inverse dont Fauzi a parlé. Et c'est dans les stades les plus importants où on a encore des bénéfices, c'est-à-dire pour les patients qui sont au stade 3-4, qui ont une fibrillation auriculaire et qui sont sous diurétique. Donc, ils bénéficient plus du GLP-1 agoniste. Et là, c'est extrêmement important. Et là, c'est là où le moment le plus important du film, ce n'est pas en rapport avec la perte du poids. C'est-à-dire que quelle que soit la perte du poids, le patient s'améliore. Moins de 5%, entre 5 à 10%, plus de 10%, plus de 20%, les patients s'améliorent. Et donc, ce n'est pas uniquement en rapport avec une perte du poids, mais avec le caractère pléotrope du traitement. Et on voit clairement, quand on poule les deux études, que la diminution du NT-proBNP par rapport au placebo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à ce traitement, on diminue le NT-proBNP, on a le remodelage inverse et donc les patients vont s'améliorer. Et ceci, on va le voir dans l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée. Donc que ce soit le patient soit diabétique ou non diabétique, il baisse son NT-proBNP. Et là, le clou dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que quel que soit votre poids, quelle que soit la baisse du poids, quel que soit le gain en baisse du poids, entre moins 5%, entre 5 à 10%, entre 10 à 15%, entre 15 à 20%, vous initiez du traitement, et c'est-à-dire que vous êtes dans la zone où le traitement marche. Et regardez bien,
Pour les patients qui sont sous placebo, c'est-à-dire que ce sont des patients qui ne vont pas s'améliorer et donc il y a une relation extrêmement importante qui n'est pas uniquement en rapport avec la baisse du poids, mais avec, bien sûr, l'effet du médicament. Et ce n'était pas le but de l'étude. Je pense que les études sur la morbimortalité vont arriver. C'est-à-dire que les événements qui vont suivre par la suite, en particulier le développement de l'insuffisance cardiaque chez les patients obèses qui sont sous semaglutide, il y a un retard d'arrivée de l'insuffisance cardiaque. Donc il y a un effet protecteur par la suite et je pense que les études vont suivre. Alors la conclusion de tout cela, on va le mettre en musique, c'est que les patients obèses en insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, la semaglutide améliore les symptômes, la capacité physique, la capacité d'exercice fonctionnel et la diminution du poids. Et cette amélioration n'est pas uniquement en rapport avec la baisse du poids, mais surtout avec, en particulier pour le NT-proBNP, et qui va au-delà du poids. Vous vous souvenez, l'année dernière, on a eu l'étude SELECT. L'étude SELECT, c'est quoi? C'est une étude chez les patients qui sont obèses, qui ne sont pas diabétiques, et qui étaient en surpoids avec un événement cardiovasculaire. C'est-à-dire, c'est des gens qu'on va mettre en prévention secondaire sous semaglutide. Et on connaît cette étude qui a été communiquée, et donc avec voilà le design, semaglutide versus placebo, 2,4 mg, et donc ce sont des patients en surpoids, obèses, indice de masse corporelle plus de 27, qui ont un événement cardiovasculaire, qui n'étaient pas diabétiques et qui ont un taux d'hémoglobine glyquée moins de 6,5 avec un âge de 45 ans. C'est une étude positive, on le sait, hein, on le sait, parce que regardez, la courbe diverge et moins de 20%. Voilà. Et pourquoi j'arrive à cette étude-là, qui n'était pas une étude d'insuffisance cardiaque? C'est parce que quand on s'intéresse aux sous-groupes de ces études-là, de cette étude-là, on a un effet, bien sûr, sur le poids, sur la circonférence, sur le tour de taille, qui est intéressant. Mais pourquoi je vous parle de cette étude? Parce que je vais aller directement au sous-groupe de l'étude, c'est que les patients qui bénéficient le plus de la semaglutide, ce n'est pas comme on pense les patients en insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, mais aussi et surtout les patients en insuffisance cardiaque diminuée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va ouvrir aujourd'hui une nouvelle voie, une nouvelle option thérapeutique. C'est que peut-être que tu as parlé de la 5e roue de la charrette ou de la 5e colonne, c'est que peut-être demain, pour les obèses, quel que soit le continuum de l'insuffisance cardiaque, que ce soit chez l'obèse, à fonction systolique préservée ou réduite, les GLP-1 agonistes seront un traitement majeur. Alors, tout cela, quelle est la conséquence pour le praticien, pour le cardiologue que nous sommes? C'est-à-dire, il faudrait absolument commencer à manier les GLP-1 agonistes. Il faudrait vous habituer à commencer à les prescrire. Vous intéresser, comme on a dit, parler tout à l'heure du rein, s'intéresser au poids de vos patients. Il faudrait absolument gérer tout cela. Mais comme toujours, l'histoire ne se termine pas là. Je vais aller directement à la fin de ma conclusion. C'est alors, avant, parce que j'ai encore 2 minutes, c'est quel algorithme on peut proposer aux patients qui sont en insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée et qui sont en surpoids. Les SGLT2, ça c'est intéressant, bien sûr. La semaglutide associée à GLP-1 agoniste, et je suis tout à fait d'accord avec le professeur Tahel qui me dit pourquoi ne pas associer les deux en une seule molécule, bien sûr, c'est peut-être l'avenir, et d'autant plus qu'on a la semaglutide orale qui arrive. Alors, l'histoire continue, puisqu'on a parlé de tirzépatide, on a l'étude SOMIT qui arrive, c'est une étude avec tirzépatide, 700 patients, insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, et peut-être que les résultats seront encore plus intéressants par rapport à la semaglutide. Les études de morbimortalité vont attendre, et en attendant, il faudrait absolument s'occuper de l'obésité comme un facteur majeur de développement de l'insuffisance cardiaque. Je vous remercie.